Vous vous réveillez au son de l'acier qu'on aiguise dans l'obscurité de la tour de Londres, avant l'aube. 19 mai 1536. Le frottement rythmique de la pierre humide contre la lame transperce la brume matinale tel un clou mortel. Chaque coup est délibéré, méthodique, définitif. Vous êtes autrefois reine d'Angleterre, et dans moins de 4 heures, cette lame séparera votre tête de vos épaules. Les murs de pierre de votre cellule semblent vibrer au rythme de votre cœur, assis au bord de votre lit étroit. Vos mains tremblent, non pas de froid, mais du poids de la connaissance. De l'autre côté de votre fenêtre, vous entendez les charpentiers marteler l'échafaudage qui servira de scène à votre dernier spectacle. Chaque coup de maillet résonne dans vos os, un compte à rebours vers l'oubli qui se prépare depuis des semaines. Vos dames d'honneur errent dans la chambre telles des fantômes, le visage pâle et tiré. Elles vous habillent d'une robe damassée grise surmontée d'une chemise blanche aux couleurs du deuil et de la pureté. Vous vous demandez amèrement laquelle s'applique à vous maintenant. L'ironie du sort ne vous échappe pas, même mort, il cherche à contrôler le récit, à vous habiller en pécheresse repentante plutôt qu'en épouse offensée. L'air de la tour embaume la boue de la rivière et la misère humaine. Mais ce matin, il est teinté d'autre chose, l'odeur métallique de la peur et la douce fumée d'encens de la chapelle où l'on prie pour votre âme. Vous entendez des voix murmurer derrière votre porte, des pas traînants, le cliquetis des armures des gardes qui prennent position. La machine de la mort est déjà en marche, et vous n'êtes que la pièce maîtresse de cette horreur minutieusement chorégraphiée. Le cauchemar qui se terminera par l'exécution d'Anne ne commença pas par une trahison ou un adultère, mais par le besoin désespéré d'Henri VIII d'un héritier mâle et son obsession grandissante pour Jeanne Seymour. En janvier 1536, Anne avait subi une nouvelle fausse couche, particulièrement dévastatrice car elle survint le jour même où Henri VIII fut victime d'un grave accident de joute qui le laissa inconscient pendant 2 heures. Le symbolisme n'échappa à personne à la cour. Alors que le roi était à l'article de la mort, Anne espérait également consolider sa position grâce à la maternité. L'enfant né de la fausse couche serait un garçon, un détail qui allait hanter les derniers mois d'Anne. Henri, qui avait rompu avec Rome et déchiré l'Angleterre pour l'épouser, commença à murmurer que leur union était maudite par Dieu. Les mêmes arguments théologiques qu'il avait utilisés pour annuler son mariage avec Catherine d'Aragon étaient maintenant retournés contre Anne. L'ironie était d'une cruauté exquise, les justifications même qu'il avait élevées allaient maintenant la détruire. Mais Henri avait besoin de plus que le mécontentement divin pour se débarrasser d'Anne. Il lui fallait des bases juridiques qui ne remettraient pas en cause son propre jugement ni la légitimité de leur fille Élisabeth. Thomas Cromwell, le principal ministre d'Henri, un homme dont la survie dépendait de sa capacité à anticiper les volontés du roi, entreprit de monter un dossier si complexe et accablant qu'il allait non seulement détruire Anne, mais aussi anéantir toute sympathie à son égard. Le premier fil conducteur de Cromwell fut la relation d'Anne avec le musicien de cour Mark Smeaton. Smeaton était tout ce qu'Henri n'était pas, jeune, vif, brun et doté d'un charme naturel qui le rendit populaire auprès des dames de la cour. Le 30 avril 1536, Cromwell fit arrêter Smeaton et le fit conduire à son domicile de Stepney, où le jeune homme fut soumis à un interrogatoire qui incluait probablement la torture, bien qu'il ne subsiste aucun document officiel sur les méthodes précises employées. Ce que nous savons, c'est que Smeaton, qui avait initialement nié toute relation inappropriée avec la reine, est sorti de l'interrogatoire de Cromwell prêt à avouer non seulement l'adultère avec Anne, mais aussi des détails précis qui constitueraient l'épine dorsale du dossier. Le moment et la nature de ces aveux suggèrent un homme brisé par la douleur et la terreur, prêt à tout pour mettre fin à son agonie. Fort des aveux de Smeaton, Cromwell s'empressa de constituer un réseau de conspirateurs présumés. Henry Norris, le valet de pied du roi et l'un de ses plus proches amis, fut arrêté le 1er mai lors des célébrations du 1er mai au palais de Greenwich. L'ironie de l'arrestation de Norris lors d'une fête du printemps et du renouveau ne laissa personne indifférent. C'était comme si Cromwell empoisonnait délibérément tout symbole de joie. Norris était aux côtés d'Henri depuis plus de 10 ans, un compagnon de confiance qui avait accès aux moments les plus intimes du roi. Son crime présumé n'était pas seulement l'adultère avec la reine, mais une trahison de la plus haute importance, la trahison de l'homme qui l'avait élevé de la petite noblesse à un poste de pouvoir et d'influence considérable. Interrogé, Norris clama son innocence avec une constance qui témoignait soit de sa vertu authentique,
soit de sa conscience que des aveux signifiaient une mort certaine. William Brereton suivit Norris à la Tour le 4 mai. Brereton était un gentilhomme de la chambre privée du roi, un homme dont les origines galloises et le milieu relativement modeste le rendaient dépendant de la faveur royale pour sa position à la cour. Comme Norris, il fut accusé d'adultère avec la reine. Mais Cromwell ajouta un élément supplémentaire au crime présumé de Brereton, complot visant à assassiner le roi afin qu'Anne puisse épouser l'un de ses amants et régner par l'intermédiaire d'un mari fantoche. L'arrestation la plus choquante eut lieu le 5 mai, lorsque Sir Francis Weston, âgé d'accent grave peine 25 ans et récemment marié, fut emmené à la Tour. Issu d'une famille aisée, Weston n'avait pas besoin de tout risquer pour la faveur de la reine, ce qui rendit son implication dans la conspiration particulièrement déroutante pour les observateurs de l'époque. Sa jeunesse et sa position apparemment assurée à la cour rendaient sa prétendue participation à un complot aussi dangereux presque impossible à croire. Mais c'est l'arrestation finale qui provoqua une onde de choc à la cour et révéla la véritable ampleur de la cruauté d'Henri. Le 2 mai, Georges Boleyn, frère cadet d'Anne et vicomte Rochefort, fut arrêté pour inceste avec sa sœur. L'accusation était si monstrueuse, si inacceptable, même à la cour Tudor, moralement souple auquel avait un objectif précis. Elle faisait d'Anne non seulement une adultère, mais une créature si dépravée qu'aucune punition ne pouvait être trop sévère. Georges Boleyn était tout à fait sa sœur, intelligent, cultivé et doté d'un esprit vif qui le rendait à la fois populaire et dangereux à la cour. Il était également profondément loyal envers Anne, une loyauté qu'Henri considérait comme une menace pour sa propre autorité. En accusant Georges d'inceste, Cromwell ne se contentait pas de détruire le frère d'Anne, il s'assurait que personne n'oserait prendre sa défense, de peur d'être perçu comme soutenant un crime aussi contre nature. La rapidité avec laquelle ces arrestations ont eu lieu tout en l'espace de 5 jours révèle la nature soigneusement orchestrée du complot contre Anne. Il ne s'agissait pas d'une découverte progressive des méfaits, mais d'une démolition minutieusement programmée, conçue pour ne laisser aux alliés d'Anne ni le temps d'organiser leur défense ni même de comprendre pleinement ce qui se tramait. Anne elle-même fut arrêtée le 2 mai, immédiatement après être revenue d'un match de tennis au palais de Greenwich, où elle avait vu Henri jouer avec Francis Weston, celui-là même qui serait arrêté 3 jours plus tard comme son amant présumé. Le symbolisme était délibéré et cruel, Anne passa ses derniers instants de liberté à regarder le roi s'amuser avec celui-là même qui serait accusé de l'avoir trahi. Les accusations portées contre Anne lui furent lues par son oncle, le duc de Norfolk, un homme qui devait sa position en partie à l'ascension de la famille Boleyn, mais qui se retrouvait désormais en position de prononcer sa perte. La participation de Norfolk à la destruction d'Anne révéla le calcul brutal de la politique des Tudors. La loyauté familiale ne comptait pas face à la faveur royale et à la survie personnelle. La réaction d'Anne face aux accusations fut consignée par plusieurs témoins, et leur récit dresse le portrait d'une femme peinant à saisir l'ampleur de ce qui lui arrivait. Elle aurait ri lorsqu'on lui a annoncé les accusations d'adultère, non pas par amusement, mais par pure absurdité. L'idée qu'elle ait pu mener de multiples liaisons sous la surveillance intense de la cour, où chacun de ses faits et gestes était observé et enregistré, était si absurde que le rire semblait la seule réponse possible. Mais lorsque l'ampleur des accusations devint évidente, adultère avec 5 hommes, inceste avec son frère, complot visant à assassiner le roi et complot visant à épouser l'un de ses amants après la mort d'Henri, le rire d'Anne s'éteignit dans sa gorge. On l'accusait non seulement d'inconduite sexuelle, mais aussi de trahison si générale qu'elle touchait tous les aspects de sa relation avec la couronne et la cour. Le voyage du palais de Greenwich à la Tour de Londres conduisit Anne à travers les rues où elle avait triomphé lors de son couronnement, 3 ans plus tôt. La foule avait alors applaudi et jeté des fleurs, maintenant, elle regardait dans un silence maussade la reine déchue passer dans une barge, entourée de gardes. Le contraste devait être presque insupportable, parcourir le même itinéraire qui avait autrefois représenté l'apogée de ses ambitions, pour rejoindre maintenant un lieu d'où peu de personnes en sortirent vivantes. À son arrivée à la Tour, Anne fut logée dans les mêmes appartements qu'avant son couronnement, une autre cruauté délibérée qui la força à affronter la distance qu'elle avait parcourue. Les appartements autrefois préparés pour une reine triomphante étaient désormais une prison luxueuse, ornée des mêmes tapisseries et du même mobilier qui avaient été témoins de son apogée. Sir William Kingston, le connétable de la Tour,
reçut l'ordre de consigner en détail les paroles et le comportement d'Anne durant son incarcération. Kingston était un administrateur de carrière, un homme qui comprenait que sa propre survie dépendait de la capacité à fournir à ses supérieurs exactement les informations qu'ils souhaitaient entendre. Ces rapports dressent le portrait d'Anne tour à tour provocatrice et désespérée, tantôt clamant son innocence avec une dignité royale, tantôt s'effondrant sous le poids des circonstances. L'un des aspects les plus révélateurs des rapports de Kingston est l'apparente incapacité d'Anne à croire qu'Henri la ferait réellement exécuter. Elle exprima à plusieurs reprises sa confiance dans la clémence du roi, dans la confiance que leur mariage et leur histoire commune compteraient pour quelque chose dans le calcul final. Cette foi en l'humanité profonde d'Henri révèle soit l'incompréhension fondamentale d'Anne envers l'homme qu'elle avait épousé, soit son incapacité psychologique à accepter la réalité de sa situation. Le procès des complices présumés d'Anne s'ouvrit le 12 mai 1536 à Westminster Hall. Ce procès, véritable leçon de théâtre judiciaire, visait non pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence, mais à donner un semblant de légitimité juridique à ce qui était avant tout une exécution politique. Les preuves contre les hommes étaient en grande partie circonstancielles, cadeaux offerts par Anne, conversations qu'ils avaient eues et présence à des événements de la cour où des occasions de mauvaise conduite se présentaient. Les aveux de Marken demeurèrent la pierre angulaire du dossier de l'accusation, mais même cela posait problème. Smeaton était un musicien de naissance modeste dont la position dépendait entièrement de la faveur royale, et l'idée qu'il risquerait tout pour une liaison avec la reine mettait à mal la crédibilité, surtout compte tenu du châtiment extrême qu'une telle relation entraînerait. Pourtant, ces aveux, extorqués dans des circonstances impliquant probablement la torture, constituaient le fondement de toute la théorie du complot. Henry Norris, William Berriton et Francis Weston ont tous clamé leur innocence tout au long de leur procès, refusant d'avouer même lorsqu'on leur offrait la possibilité de commuer leur peine en échange d'aveux de culpabilité. Leur persévérance face à une mort certaine témoigne soit d'un courage remarquable, soit d'une innocence sincère, voire des deux. Ces hommes avaient tout pour vivre et rien à gagner à protéger une reine clairement condamnée. Le procès de Georges Boleyn, tenu séparément en raison de son rang, fut peut-être le plus dramatique de tous. Georges était un orateur accompli et un juriste avisé qui choisit de se défendre contre les accusations. Sa prestation à Westminster Hall fut si convaincante que les observateurs remarquèrent que le jury semblait ému par ses arguments et sincèrement incertain de sa culpabilité. Pendant un bref instant, il sembla qu'au moins l'un des conspirateurs présumés d'Anne pourrait échapper au filet tendu par Cromwell. Mais Georges commit une erreur fatale qui révéla soit sa naïveté face à la politique de la cour, soit son désir désespéré de laver le nom de sa sœur. Lorsqu'on lui présenta une question écrite qu'il devait lire silencieusement, Georges la lut à voix haute devant toute la cour. La question portait sur l'impuissance présumée d'Henri et son incapacité à satisfaire Anne sexuellement ou des informations si préjudiciables à la réputation du roi qu'elles scellèrent le sort de Georges, indépendamment de sa culpabilité ou de son innocence. Les verdicts de tous les procès étaient acquis d'avance. Norris, Weston, Breton et Smeaton furent tous reconnus coupables et condamnés au châtiment traditionnel pour trahison, la pendaison, l'écartèlement et l'écarlate. Georges Boleyn, en raison de sa noblesse de naissance, fut condamné à mort par décapitation. La rapidité des procès et l'uniformité des verdicts montraient clairement que ces procédures répondaient à des nécessités politiques et non à la justice. Le traitement réservé par Henri aux condamnés révéla la cruauté calculée qui caractérisait toute sa gestion de l'affaire. Il commua les peines des 4 roturiers en simple décapitation et une clémence proclamée comme preuve de sa magnanimité, tout en empêchant le spectacle macabre de la pendaison et de l'écartèlement, qui aurait pu susciter la compassion pour les victimes. Le 17 mai 1536, 5 hommes moururent à Tower Hill pour leur relation présumée avec Anne Boleyn. Mark Smeaton, le musicien dont les aveux avaient déclenché toute l'affaire, alla à la mort en affirmant sa culpabilité ou peut-être par sincère remords, peut-être dans une ultime tentative pour protéger autrui, ou peut-être par la torture et la terreur. Henry Norris, William Breton et Francis Weston clamèrent tous leur innocence jusqu'au bout, leurs derniers mots soigneusement consignés par des observateurs conscients de la portée historique du moment. L'exécution de Georges Boleyn fut la plus poignante de toutes. Frère et plus proche allié d'Anne, sa mort représentait non seulement la perte d'une vie,
mais aussi la destruction d'une famille qui avait connu un tel essor et connu une telle chute. Son dernier discours fut remarqué pour sa dignité et ses protestations continues d'innocence, prononcées avec l'éloquence qui avait fait de lui un membre estimé du cercle intime du roi. Anne, confinée dans ses appartements de la tour, aurait entendu les bruits des exécutions de son amant présumé, la foule qui se rassemblait, la hache du bourreau qui s'abattait, les acclamations d'approbation des spectateurs avides de sang. La torture psychologique de savoir que des hommes étaient morts à cause de leur prétendue relation avec elle ou que ces relations soient réelles ou inventées ou devaient être presque insupportables. Pendant ce temps, Henri avait déjà évolué avec la rapidité et l'insensibilité qui le caractérisaient. Avant même le début du procès d'Anne, il préparait son mariage avec Jane Seymour, la femme pâle et silencieuse qui incarnait tout ce qu'Anne n'était pas. Là où Anne était sombre, passionnée et intellectuellement exigeante, Jane était juste, soumise et se contentait de jouer le rôle d'épouse royale décorative. Le procès d'Anne fut fixé au 15 mai 1536, dans la grande salle de la Tour de Londres. Le lieu était important. En jugeant Anne dans la tour elle-même, Henri évitait toute manifestation publique en sa faveur, tout en veillant à ce que le procès se déroule sous l'ombre intimidante de la forteresse où elle était emprisonnée. Le procès lui-même fut une véritable étude du faste et du théâtre judiciaire des Tudors. Anne entra dans la salle vêtue d'une robe noire aux couleurs de deuil qui rappelait visuellement sa disgrâce. Elle était accompagnée de ses dames d'honneur, autorisées à rester auprès d'elle pour la réconforter et servir de témoin afin que son comportement durant les débats soit correctement consigné. Thomas Howard, duc de Norfolk et oncle d'Anne, présida le procès en qualité de leur grand intendant. Voir Norfolk prononcer le jugement de sa nièce était peut-être l'illustration la plus frappante des réalités brutales de la politique des Tudors, où la loyauté familiale était toujours subordonnée à la faveur royale et à la survie personnelle. Les accusations portées contre Anne furent lues dans leur intégralité, chaque accusation étant plus accablante que la précédente. Elle fut accusée d'adultère avec Henry Norris le 6 octobre 1533, au palais de Westminster, avec William Brereton le 8 novembre 1533, à Westminster, avec Mark Smeaton le 26 avril 1536, à Westminster, et avec Francis Weston le 20 mai 1534, à Westminster. La précision des dates et des lieux visait à crédibiliser les accusations, tout en révélant leur caractère inventé. La précision était trop parfaite, trop commode pour les procureurs qui devaient prouver leurs accusations au-delà de tout doute raisonnable. L'accusation d'inceste impliquant son frère George fut datée du 2 novembre 1535, au palais de Westminster, une date qui situe le crime présumé bien après la fausse couche de la dernière grossesse d'Anne. Cette chronologie suggère non pas une transgression passionnée, mais une conspiration calculée, ce qui corrobore le récit de Cromwell d'une reine si dépravée qu'aucun crime n'était indigne d'elle. L'accusation la plus grave était peut-être celle d'Anne ayant conspiré pour imaginer et provoquer la mort du roi, et d'avoir promis d'épouser l'un de ses amants après la mort d'Henri. Cette accusation d'intention de trahison était la plus difficile à prouver, mais aussi la plus nécessaire. Sans elle, les autres crimes d'Anne auraient pu être considérés comme des manquements moraux personnels plutôt que comme des menaces contre l'État exigeant la peine capitale. La réponse d'Anne aux accusations fut soigneusement observée et consignée. Les récits contemporains la décrivent comme gardant son sang-froid tout au long de la lecture des accusations, son visage, un masque de dignité royale, ne traduisant guère ce qu'elle devait ressentir. Lorsqu'elle eut l'occasion de répondre, elle nia toutes les accusations avec une fermeté qui impressionna même ses ennemis. Sa défense était nécessairement limitée par les contraintes juridiques de l'époque. En tant que femme et sujette disposant de peu de droits, elle ne pouvait citer de témoins à décharge, ni contre-interroger ses accusateurs, ni bénéficier de l'assistance d'un avocat. Le procès était structuré de manière à aboutir à une conclusion prédéterminée, plaçant Anne dans le rôle de défendresse dans une procédure où sa culpabilité était présumée plutôt que prouvée. Les preuves contre Anne consistaient principalement en témoignages de serviteurs et de courtisans qui affirmaient avoir été témoins de comportements suspects ou avoir entendu des conversations compromettantes. La plupart de ces témoignages étaient vagues et circonstanciels, un regard par-ci, une conversation privée par-là, des cadeaux échangés entre la reine et ses prétendus amants.
L'accusation s'appuyait largement sur des interprétations et des insinuations, construisant son dossier sur la base de rumeurs et de spéculations de cour. Un témoignage particulièrement accablant est celui de Lady Wingfield, décédée au moment du procès et donc incapable d'être contre-interrogée. Lady Wingfield aurait déclaré à d'autres personnes avant sa mort qu'elle avait connaissance des fautes d'Anne, bien que la nature précise de cette connaissance n'ait jamais été clairement établie. L'utilisation du témoignage d'un témoin décédé, incontesté, était révélatrice du désespoir de l'accusation. La rapidité du procès fut remarquable, même selon les standards Tudor. L'affaire fut présentée, débattue et jugée en une seule journée, un rythme qui laissait peu de temps pour examiner attentivement les preuves ou pour qu'Anne puisse préparer une défense efficace. La pression pour parvenir à une résolution rapide reflétait l'empressement d'Henri à concrétiser son projet de remariage et sa volonté de minimiser le temps dont disposait l'opinion publique pour se mobiliser en faveur d'Anne. Lorsque le jury se retira pour délibérer, le suspense était faible quant à l'issue du procès. Parmi les 26 pairs qui siégeaient au tribunal figuraient des hommes qui devaient leur position à la faveur d'Henri et qui comprenaient que leur propre avenir dépendait du verdict que le roi souhaitait. Parmi eux se trouvaient certains anciens partisans d'Anne, qui se retrouvaient désormais à la condamner pour leur propre survie. Le verdict de culpabilité fut annoncé par Norfolk avec ce que les observateurs ont décrit comme une émotion visible même si cela traduisait une réelle tristesse ou un soulagement d'avoir accompli une tâche pénible. En tant qu'oncle d'Anne, la situation de Norfolk était particulièrement difficile, contraint de participer à la destruction d'un membre de sa propre famille tout en entretenant la fiction que justice était rendue. La sentence prononcée contre Anne était la mort par le feu ou la décapitation, au choix du roi. L'option du bûcher reflétait le châtiment médiéval infligé aux femmes coupables de trahison, notamment celles coupables d'adultère envers leur mari. L'alternative de la décapitation était présentée comme une grâce, même si elle servait également les intérêts d'Henri en évitant le spectacle horrible d'une reine brûlée vive au vu et au su de tous. La réaction d'Anne à la sentence fut remarquée par tous les présents. Elle reçut la nouvelle de sa condamnation avec ce que les récits contemporains décrivent comme un sang-froid remarquable, préservant la dignité de sa position royale même face à une mort imminente. Sa réponse incluait une prière pour que Dieu sauve le roi et une protestation d'innocence qui résonna dans le grand hall de la tour avec une clarté qui émut même ses ennemis. Mais ce sont ces moments intimes, consignés par Sir William Kingston et les dames qui l'accompagnaient, qui révélèrent tout le poids de ce qu'elle endurait durant les jours qui séparaient son procès de son exécution. Anne oscillait entre espoir et désespoir, confiance et terreur, révélant la torture psychologique que sa situation lui infligeait. Elle continuait d'exprimer sa foi en la clémence d'Henri, en la confiance que leur histoire commune et l'amour qu'ils avaient éprouvé l'un pour l'autre compteraient pour quelque chose dans le calcul final. Cette foi paraît presque tragique avec le recul, compte tenu de ce que l'on sait du caractère d'Henri et de son traitement envers d'autres épouses tombées en disgrâce. La question de la culpabilité ou de l'innocence d'Anne fascine les historiens depuis près de 5 siècles. Les preuves contre elle étaient en grande partie circonstancielles et fondées sur les témoignages de personnes dont la survie dépendait de la satisfaction du roi. Les aveux de Marken, extorqués sous la torture, constituaient la pierre angulaire du dossier. Mais les aveux obtenus sous la torture étaient notoirement peu fiables, même selon les critères de la Tudor. Les dates et lieux précis cités dans les accusations portées contre Anne posent d'importants problèmes à ceux qui croient en sa culpabilité. Les archives judiciaires montrent qu'Anne était enceinte ou venait d'accoucher à plusieurs reprises lorsqu'elle aurait eu des relations extra-conjugales, ce qui rendait les exigences physiques de relations multiples extrêmement difficiles, voire impossibles. De plus, la surveillance intense à laquelle étaient soumises les consorts royaux rendait les relations amoureuses secrètes extrêmement risquées et difficiles à dissimuler. La rapidité avec laquelle les accusations ont été formulées et les procès menés suggèrent une issue prédéterminée plutôt qu'une enquête minutieuse sur des faits avérés. L'efficacité de Cromwell dans la constitution du dossier contre Anne et ses complices présumés fut remarquable, mais elle soulève également la question de savoir si les preuves furent découvertes ou fabriquées. Fait peut-être plus révélateur encore, aucun des amants présumés d'Anne, à l'exception de Smyn, torturé, n'avoua ses crimes, même lorsqu'on lui offrit la possibilité d'une commutation de peine. Des hommes confrontés à une mort certaine auraient eu tout intérêt à admettre leur culpabilité si cela pouvait leur sauver la vie, et pourtant ils choisirent de clamer leur innocence jusqu'au bout.
Le contexte politique de la chute d'Anne conforte également l'argument de son innocence. En 1536, Henri VIII cherchait désespérément un héritier mâle et s'était déjà lancé à la poursuite de Jeanne Seymour. La fausse couche d'Anne, survenue en janvier de la même année, avait mis fin à son utilité pour le roi, faisant d'elle un obstacle à ses projets de nouveau mariage plutôt qu'un atout à protéger. Le caractère d'Henri, tel qu'il le révèle à travers son attitude envers ses autres épouses et ses adversaires politiques, suggère un homme capable d'éliminer quiconque s'opposait à ses désirs. Sa volonté de rompre avec Rome pour épouser Anne démontrait sa cruauté dans la poursuite de ses objectifs. Sa volonté de la détruire lorsqu'elle ne servait plus ses intérêts révélait la même cruauté calculée, appliquée à l'envers. Pourtant, la question de la culpabilité d'Anne dépasse les accusations spécifiques d'adultère et de trahison et soulève des questions plus vastes sur son comportement et sa personnalité. Les récits contemporains la décrivent comme intelligente, ambitieuse et politiquement avisée, mais aussi parfois arrogante et vindicative envers ceux qui la contrariaient. Son traitement envers Catherine d'Aragon et la princesse Marie lui avait valu de nombreux ennemis à la cour, impatients de la voir tomber. La langue acérée et l'esprit vif d'Anne, qui avait initialement séduit Henri, sont peut-être devenus des handicaps à mesure que leur mariage se détériorait. Sa propension à discuter avec le roi et à contester ses décisions était inhabituelle pour une consort royale et a peut-être contribué au ressentiment croissant d'Henri à l'égard de son influence sur lui. L'intensité de la relation d'Anne avec son frère Georges a également suscité des interrogations à la cour. Bien qu'aucune preuve crédible ne soit disponible pour étayer les accusations d'inceste, hormis le lien affectif étroit entre les frères et sœurs qui avaient traversé ensemble les eaux troubles de la politique Tudor, leur soutien mutuel et leur affection évidente ont pu paraître suspects aux observateurs en quête de preuves d'actes répréhensibles. Cela reflétait plutôt l'alliance naturelle des membres d'une même famille naviguant dans un monde dangereux. Alors qu'Anne attendait son exécution à la Tour, Henri préparait déjà son prochain mariage. Le 14 mai, veille du procès d'Anne, l'archevêque Cranmé fut convoqué au palais de Lambeth pour entendre les aveux d'Anne et prononcer la nullité de son mariage avec Anne. La rapidité de la procédure révélait l'empressement d'Henri à lever les obstacles juridiques à son union avec Jeanne Seymour. L'annulation du mariage d'Henri avec Anne reposait sur les mêmes arguments théologiques que ceux utilisés pour dissoudre son mariage avec Catherine d'Aragon, l'affirmation selon laquelle l'union n'avait jamais été valide aux yeux de Dieu. Dans le cas d'Anne, Henri citait sa relation antérieure avec sa sœur Marie comme un obstacle rendant leur mariage incestueux et donc invalide dès le départ. L'ironie de cet argument était saisissante. Henri affirmait simultanément qu'Anne était coupable d'adultère au sein de leur mariage, tout en arguant qu'aucun mariage n'avait jamais existé légalement entre eux. La contradiction logique importait moins que la commodité juridique. En déclarant le mariage invalide, Henri pouvait prétendre qu'Anne n'avait jamais été reine et que leur fille Élisabeth était illégitime. L'impact psychologique sur Anne d'apprendre que son mariage était déclaré nul et non avenu dut être dévastateur. D'un seul coup, Henri effaçait non seulement leur relation, mais aussi son identité de reine d'Angleterre. Elle était réduite du statut de reine couronnée à celui de femme ayant vécu dans le péché avec le roi. Sa fille était déchue de sa légitimité et l'œuvre de sa vie, considérée comme dénuée de sens. Pendant ce temps, les préparatifs de l'exécution d'Anne se poursuivaient avec la sombre efficacité qui caractérisait tous les aspects de l'administration Tudor. Henri avait pris la décision inhabituelle de faire venir un épéiste de Calais plutôt que d'utiliser la hache traditionnelle, employée pour la plupart des exécutions. Le choix de l'épée plutôt que de la hache était présenté comme une grâce. La méthode française était censée être plus rapide et plus fiable que l'approche anglaise. Le choix d'un bourreau de Calais répondait à plusieurs objectifs, au-delà de la simple efficacité. Il éloignait Henri de l'acte lui-même, lui permettant de présenter la mort d'Anne comme une nécessité légale plutôt qu'une vengeance personnelle. Il éliminait également la possibilité qu'un bourreau anglais refuse la tâche ou soit influencé par la sympathie pour la reine condamnée. Le bourreau venu de Calais était décrit comme un expert dans son art, un homme qui avait rendu des services similaires à la cour de France et qui apportait avec lui non seulement son savoir-faire, mais aussi l'aura d'une sophistication continentale. Sa seule présence à la tour rappelait que la mort d'Anne se déroulait selon les plus hautes normes européennes. L'épée elle-même devint un objet de fascination et de terreur durant les derniers jours d'Anne.
Contrairement à la lourde et brutale hache traditionnellement utilisée pour les exécutions anglaises, l'épée du bourreau était décrite comme relativement légère et tranchante, conçue pour la précision plutôt que pour la force brute. L'arme fut gardée cachée jusqu'au moment de l'exécution, ajoutant une part de mystère au déroulement des faits qui accentua la tension psychologique. Le comportement d'Anne durant ces derniers jours révéla une femme luttant pour préserver sa dignité et sa santé mentale dans des circonstances qui auraient brisé la plupart des gens. Les récits de Sir William Kingston la décrivent tantôt confiante et provocatrice, tantôt en pleurs et désespérée. Elle parlait fréquemment de son innocence et de sa foi en Dieu pour sa rédemption, mais elle organisa aussi sa mort avec une clarté qui suggérait qu'elle comprenait la réalité de sa situation. L'un des aspects les plus poignants des derniers jours d'Anne fut son inquiétude pour sa fille, Élisabeth. Âgée de moins de 3 ans, Élisabeth était trop jeune pour comprendre ce qui arrivait à sa mère. Mais Anne était pleinement consciente que sa mort laisserait l'enfant orpheline et déchue de toute légitimité. Ses demandes de revoir Élisabeth une dernière fois furent rejetées, ajoutant une nouvelle couche de cruauté à ses derniers instants. Les dames d'honneur d'Anne, autorisées à rester auprès d'elle tout au long de son emprisonnement, lui apportèrent réconfort et surveillance durant ces derniers jours. Ces femmes, qui avaient autrefois rivalisé pour l'honneur de servir la reine, se retrouvaient désormais dans la situation impossible de soutenir une femme qu'elles savaient condamner tout en protégeant leur propre position à la cour. La nuit précédant son exécution, Anne passa des heures à prier et à méditer, préparant son âme à ce qu'elle croyait être son chemin vers le jugement divin. Les récits contemporains la décrivent calme et résignée, ayant finalement accepté qu'Henri ne ferait preuve d'aucune pitié et que sa mort était inévitable. Elle passa également du temps à préparer les aspects pratiques de son exécution, discutant avec ces dames de la tenue qu'elle porterait et du comportement attendu d'elle sur l'échafaud. Même dans la mort, Anne savait qu'elle se produirait devant un public et que ces derniers instants seraient scrutés à la recherche de signes de culpabilité, d'innocence, de repentir ou de défi. Le matin du 19 mai 1536 se leva gris et brumeux, avec une humidité dans l'air qui semblait refléter l'atmosphère sombre qui régnait sur la tour. Anne se réveilla tôt, ayant peu dormi durant sa dernière nuit, et commença aussitôt les rituels qui la prépareraient à la mort. Elle choisit de porter une robe de dyma gris foncé surmontée d'une chemise blanche aux des couleurs évoquant à la fois le deuil et la pureté. En portant du blanc, Anne proclamait silencieusement son innocence, tandis que le gris symbolisait son acceptation du sort qui l'attendait. Sa coiffure, qui avait autrefois été sa couronne et avait d'abord attiré l'attention d'Henri, était arrangée simplement et recouverte d'une chape blanche qui faciliterait la tâche du bourreau. Les considérations pratiques de l'exécution influencèrent même ces derniers détails personnels, rappelant à Anne qu'elle n'était plus une femme se préparant pour une occasion mondaine, mais une condamnée à mort se préparant à mourir. Le dernier repas d'Anne fut simple, du pain et du vin, qu'elle consomma davantage pour la signification rituelle que par appétit. La nourriture n'avait guère d'attrait pour quelqu'un confronté à une mort imminente, mais rompre le pain constituait une communion ultime avec la vie et une préparation à l'au-delà. À mesure que la matinée avançait, Anne entendait les bruits des préparatifs par sa fenêtre. L'échafaudage avait été terminé pendant la nuit, et les ouvriers testaient sa construction et disposaient la paille qui absorberait son sang. Ces préparatifs pratiques furent menés avec la même efficacité qui caractérisait tous les aspects de l'administration Tudor. La foule commença à se rassembler tôt, attirée par le spectacle inédit de l'exécution d'une reine. Si les exécutions publiques étaient un divertissement courant dans l'Angleterre des Tudors, la mort d'une reine couronnée était extraordinaire, sans précédent dans l'histoire anglaise, et peu susceptible de se reproduire. Le Tower Green se remplit de spectateurs impatients d'assister à ce moment historique. Parmi la foule se trouvaient des courtisans qui avaient autrefois rivalisé pour obtenir les faveurs d'Anne, des marchands qui avaient profité de son patronage, et des gens du peuple qui avaient suivi son ascension et sa chute avec la fascination que le drame royal a toujours inspiré. Certains étaient animés par la curiosité, d'autres par le sens du devoir historique, et d'autres encore par le profond désir humain d'assister à la destruction et à la mort. Le connétable de la tour, Sir William Kingston, arriva aux appartements d'Anne avec la notification officielle que son heure était venue.
Son attitude était respectueuse mais ferme. Il était là pour escorter une reine jusqu'à la mort, mais aussi pour veiller à ce qu'un traître condamné subisse le sort prévu par la loi. La réaction d'Anne à l'arrivée de Kingston fut remarquée par tous. Elle se leva de sa chaise avec la dignité qui l'avait caractérisée tout au long de son emprisonnement, rajusta sa robe et se déclara prête à affronter son sort. Son sang-froid était remarquable, elle ne manifestait aucun signe d'hystérie ou de dépression nerveuse, comme on aurait pu s'y attendre chez une personne menacée d'exécution imminente. Le trajet entre ses appartements et l'échafaud fut peut-être le plus long de la vie d'Anne. Chaque pas l'éloignait du monde des vivants et la rapprochait de ceux qui se trouvaient au-delà de la mort. Le chemin la conduisait à travers les mêmes cours qu'elle avait autrefois fréquentées en tant que reine, devant les mêmes bâtiments où elle avait exercé son autorité royale et reçu l'hommage de ses sujets. Les mêmes pierres qui avaient autrefois résonné des pas de ceux qui cherchaient sa faveur étaient désormais témoins de son dernier voyage. La tour, qui avait été son palais lors des préparatifs de son couronnement, était désormais le théâtre de sa destruction. Alors qu'Anne émergeait sur Tower Green, la foule se tut. Le spectacle d'une reine marchant vers la mort était si inédit, si choquant, que même les spectateurs les plus endurcis en restèrent momentanément sans voix. Il s'agissait d'une femme, autrefois la personne la plus puissante d'Angleterre après le roi lui-même, désormais réduite au rôle de criminel condamné, approchant de son dernier souffle. L'échafaud lui-même était une simple plateforme en bois surélevée à quelques mètres du sol pour que la foule puisse assister clairement à l'exécution. Contrairement aux échafauds utilisés pour les traîtres masculins, la plateforme d'exécution d'Anne était conçue pour l'intimité plutôt que pour le spectacle ou peut-être un vestige de respect pour son ancien statut de reine. Le bourreau était déjà présent sur l'échafaud, une silhouette rendue mystérieuse par sa capuche noire et l'étrangeté de son vêtement. Il se tenait immobile près du billot où Anne s'agenouillerait, son épée dissimulée sous une couverture de paille pour empêcher tout aperçu prématuré de l'instrument de mort. Anne monta sur l'échafaud d'un pas assuré, aidée de ses dames, autorisée à l'accompagner jusqu'à cette dernière étape de son voyage. Une fois sur l'estrade, elle se tourna vers la foule, se préparant à prononcer le discours que la coutume exigeait de tout traître condamné. Ces derniers mots ont été conservés dans de nombreux récits contemporains, bien que la formulation exacte présente de légères variations. L'essentiel de son discours était une protestation de sa loyauté envers le roi et de son acceptation du jugement qui avait été rendu contre elle. Elle demandait des prières pour son âme et exprimait son espoir que Dieu lui fasse miséricorde dans l'au-delà. Le plus frappant dans le dernier discours d'Anne est ce qu'elle n'a pas dit, elle n'a pas proclamé directement son innocence, ni attaqué Henri ou la cour qui l'avait condamné. Que cette retenue traduise une acceptation sincère de son sort, un calcul politique visant à protéger sa fille Élisabeth, ou un simple épuisement physique et émotionnel, reste un sujet de débat historique. Après avoir prononcé son discours, Anne retira sa coiffe et ses bijoux, les déposant soigneusement entre les mains de ses dames. Ce geste de se défaire de ces symboles de son statut terrestre était à la fois pratique et symbolique, elle se dépouillait des derniers vestiges de son identité de reine et se préparait à affronter la mort sous le nom d'Anne Boleyn. Ces dames lui bandèrent alors les yeux avec un tissu blanc, une ultime clémence qui lui épargnerait la vue de l'épée qui s'approchait. Le bandeau servait également à garantir qu'Anne resterait immobile au moment crucial où le bourreau frapperait, car le moindre mouvement pouvait transformer une mort rapide en une longue agonie. Les yeux bandés, Anne s'agenouilla près du bloc bas qui avait été préparé pour son exécution. Sa posture était droite et digne, conservant l'allure royale qui l'avait caractérisée tout au long de l'épreuve. Même dans ces derniers instants, elle demeurait consciente de l'image qu'elle présentait à la postérité. Le bourreau s'approcha d'un pas silencieux, son épée dévoilée pour la première fois. L'arme était en effet différente de la hache anglaise traditionnelle, plus longue, plus fine et conçue pour un seul coup précis qui trancherait le coup proprement. La vue de cette arme ajoutait une touche d'exotisme à la scène et renforçait le sentiment d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire anglaise. La suite des événements allait être débattue et analysée pendant des siècles. Le bourreau leva son épée et, dans un mouvement si rapide que beaucoup dans la foule le manquèrent complètement, abattit la lame d'un seul coup décisif. La tête d'Anne Boleyn fut séparée de son corps avec une précision qui témoignait de l'habileté de l'homme qu'Henri avait fait venir de Calais. Les récits contemporains décrivent la réaction de la foule comme un silence stupéfait, suivi d'un mélange de halètement,
de prières et de murmures. La réalité de ce dont ils avaient été témoins, l'exécution d'une reine, était si bouleversante que de nombreux spectateurs semblaient incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Certains se signèrent et murmurèrent des prières pour l'âme d'Anne, tandis que d'autres contemplèrent simplement la scène avec fascination. L'efficacité du bourreau était à la fois une grâce et une horreur. La mort d'Anne fut instantanée, lui épargnant la longue agonie qui caractérisait souvent les exécutions à la hache traditionnelle, mais la rapidité même de sa destruction soulignait aussi le caractère définitif des événements. Un instant, elle était une femme vivante, l'instant d'après, elle n'était plus qu'un corps sur l'échafaud. Les dames d'Anne, qui avaient vu leur maîtresse mourir, le visage baigné de larmes, célébrèrent alors leur dernier service. Elles rassemblèrent soigneusement la dépouille d'Anne, enveloppant sa tête et son corps d'un linge blanc avec la tendresse de femmes préparant une amie bien-aimée pour les funérailles. Leur chagrin était sincère et profond. Ces femmes avaient servi Anne lors de son ascension au pouvoir et lui étaient restées fidèles même dans ses heures les plus sombres. La foule a commencé à se disperser presque immédiatement après l'exécution, comme si les spectateurs étaient désireux d'échapper au poids de ce dont ils avaient été témoins. Le caractère sans précédent de l'événement, l'exécution d'une reine couronnée d'Angleterre, a donné à beaucoup le sentiment d'avoir participé à quelque chose qui remettait en cause les fondements même de l'autorité royale et du droit divin. Quelques heures après la mort d'Anne, Henri VIII mettait déjà en œuvre ses projets d'avenir. Il épousa Jane Seymour lors d'une cérémonie privée le 30 mai 1536, 11 jours seulement après l'exécution d'Anne. La rapidité de cette transition révélait l'empressement d'Henri à tourner la page et à prendre un nouveau départ avec une épouse qui promettait d'être plus docile et moins exigeante que sa prédécesseur. Mais la tentative d'Henri d'effacer Anne de l'histoire ne fut pas entièrement couronnée de succès. Sa fille Élisabeth, bien que déclarée illégitime, survécut et devint l'un des plus grands monarques d'Angleterre. La femme qu'Henri avait détruite en cherchant un héritier mâle resterait dans les mémoires à travers la fille dont il avait nié la légitimité. Les hommes morts aux côtés d'Anne furent rapidement oubliés par l'histoire, leur nom étant principalement lié à son histoire. Mark Smeaton, Henry Norris, William Berryton, Francis Weston et George Boleyn avaient tous été sacrifiés pour répondre aux besoins d'Henri de rompre définitivement avec son second mariage. Leur mort servait d'avertissement à quiconque oserait défier l'autorité royale ou s'associer trop étroitement à un favori déchu. Thomas Cromwell, qui avait orchestré toute l'affaire, continua de servir fidèlement Henri jusqu'à sa propre disgrâce et son exécution en 1540. Son sort rappela qu'à la cour d'Henri, même les serviteurs les plus précieux étaient remplaçables lorsqu'ils ne servaient plus les intérêts du roi. La question de la culpabilité ou de l'innocence d'Anne continua de hanter ceux qui avaient participé à son exécution. Certains, comme Thomas Cranmer, exprimèrent plus tard en privé des doutes quant à la justice de son exécution. D'autres, comme le duc de Norfolk, maintinrent publiquement leur soutien au verdict, tout en nourrissant peut-être des réserves quant à leur rôle dans la condamnation d'un membre de la famille. Les implications plus larges de l'exécution d'Anne dépassèrent largement les conséquences politiques immédiates. Sa mort créa un précédent qui allait influencer le traitement réservé par Henri à ses épouses suivantes et contribuer au climat de peur et d'incertitude qui caractérisa la fin de son règne. Le roi, autrefois perçu comme un prince de la Renaissance, cultivé et relativement modéré, se révélait désormais un souverain capable d'une cruauté extraordinaire pour satisfaire ses désirs. La réaction internationale à l'exécution d'Anne fut à la fois stupéfaite et condamnatoire. Les cours européennes, déjà horrifiées par la rupture d'Henri avec Rome, le considéraient désormais comme un tyran dangereux qui avait assassiné sa propre femme pour assouvir son désir pour une autre femme. Cette exécution ternit la réputation de l'Angleterre à l'étranger et l'isola davantage de l'Europe catholique. Malgré tous les calculs politiques et les conséquences internationales, le coût humain de la destruction d'Anne demeurait l'aspect le plus significatif de toute l'affaire. Une femme, autrefois la personne la plus puissante d'Angleterre après le roi lui-même, avait été réduite à l'état de cadavre décapité sur un échafaud, sacrifiant sa vie aux ambitions et aux incertitudes de son mari. La Tour de Londres, théâtre de l'exécution d'Anne, allait continuer à servir de théâtre à des drames royaux et à des exécutions politiques pendant des siècles. Mais le souvenir de cette matinée grise de mai 1536 allait persister dans les pierres de la forteresse, rappelant le prix de la faveur royale et les dangers d'une trop grande proximité avec le pouvoir absolu.
L'enterrement d'Anne fut aussi précipité et indigne que son procès. Sa dépouille fut placée dans un vieux coffre en or ayant contenu des douves, et elle fut inhumée dans la chapelle Saint-Pierre de Vincula, dans l'enceinte de la tour. Pas de funérailles fastueuses, pas de cérémonie royale, pas de monument pour marquer le lieu de repos d'une femme autrefois reine d'Angleterre. Le lieu de l'enterrement d'Anne était d'une ironie du sort. Elle reposa dans la même chapelle où avaient été inhumées de nombreuses autres victimes de la justice royale, dont son propre frère Georges et les hommes morts pour ses prétendus amants. La chapelle devint un lieu de rassemblement pour ceux qui avaient perdu la faveur d'Henri, témoignage silencieux des conséquences mortelles de la proximité avec le pouvoir. Dans les jours qui suivirent l'exécution d'Anne, la vie à la cour continua avec une normalité presque obscène par son insensibilité. Les courtisans qui autrefois rivalisaient pour attirer l'attention d'Anne concentrèrent désormais toute leur énergie à s'attirer les bonnes grâces de Jane Seymour. La machine du gouvernement royal continua de fonctionner comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit ou comme si l'exécution d'une reine n'était qu'une simple tâche administrative accomplie avec l'efficacité typique des Tudors. Pourtant, sous cette apparente normalité, le traumatisme de la destruction d'Anne continuait de résonner à la cour. Ceux qui avaient assisté à son exécution gardaient en eux le souvenir de ce coup rapide et décisif qui avait mis fin à une vie et changé le cours de l'histoire anglaise. L'image d'une reine, les yeux bandés, agenouillée près d'un billot préservant sa dignité même face à la mort entrait ceux qui avaient été présents jusqu'à la fin de leur jour. L'impact psychologique sur Henri lui-même reste un sujet de spéculation historique. Les récits contemporains suggèrent qu'il ne manifesta aucun signe extérieur de remords ou de regret, se lançant plutôt dans son nouveau mariage avec un enthousiasme apparent. Pourtant, la rapidité avec laquelle il s'efforça d'effacer Anne des archives officielles et de la mémoire collective suggère un homme désespéré d'échapper au poids de son acte. Les portraits officiels d'Anne furent retirés des résidences royales. Ses initiales furent effacées des bâtiments où elles étaient fièrement exposées, et ses armoiries furent remplacées par celles de Jane Seymour. L'effacement systématique de la présence d'Anne du paysage physique du pouvoir royal fut minutieux et délibéré, comme si Henri pensait qu'en effaçant toute trace de son existence, il pourrait d'une manière ou d'une autre effacer la réalité des événements. Mais l'histoire a le don de préserver ce que les dirigeants cherchent à détruire. L'histoire d'Anne a survécu non seulement dans les archives officielles, mais aussi dans les souvenirs de ceux qui l'avaient connue ou dans les conversations chuchotées des courtisans qui avaient assisté à son ascension et à sa chute, et dans la légende grandissante d'une femme qui avait défié l'ordre établi et payé le prix fort pour son audace. L'exécution d'Anne marqua un tournant dans le règne d'Henri VIII et, plus généralement, dans l'histoire anglaise. Elle démontra à quel point le pouvoir royal pouvait être utilisé pour détruire même les plus proches du trône, et créa des précédents qui allaient influencer le traitement des reines suivantes et de leurs opposants politiques. La femme qui avait autrefois eu le pouvoir de changer l'orientation religieuse d'une nation entière était réduite à un récit édifiant sur les dangers d'une ambition démesurée et l'inconstance de la faveur royale. Au coucher du soleil, le 19 mai 1536, la tour de Londres s'était plongée dans un silence inquiétant. L'échafaud avait été démonté, la foule dispersée et les preuves matérielles de l'exécution d'Anne effacées. Mais les conséquences psychologiques et politiques de ce qui s'était passé ce matin-là allaient continuer à façonner l'histoire anglaise pour les générations à venir. La femme qui s'était réveillée ce matin-là au son de l'acier qu'on aiguisait était désormais en paix. Ses luttes avec Henri et la cour étaient enfin terminées. La lame, préparée avec tant de soin et de précision, avait rempli sa fonction avec une efficacité redoutable, réduisant au silence à jamais une voix qui avait autrefois captivé l'attention des rois et changé le cours des nations. Dans l'obscurité grandissante de ce soir de mai, tandis que les gardes de la tour effectuaient leur ronde et que la marée clapotait contre les murs de la forteresse, le fantôme d'Anne commença à hanter l'histoire anglaise. La femme, effacée de la mémoire officielle, survivrait dans les récits de ceux qui se souvenaient d'elle, dans les questions soulevées par les historiens qui doutaient de sa culpabilité, et dans la légende d'une reine qui avait osé défier un roi et avait payé cette audace de sa vie. Le bruit de l'acier aiguisé annonçait le début du dernier jour d'Anne. Le silence qui suivit son exécution marqua la fin de l'un des chapitres les plus dramatiques et tragiques de la longue et sanglante histoire de la couronne d'Angleterre. Dans ce silence, chargé du poids de ce qui avait été perdu et détruit, la véritable horreur de l'exécution d'Anne se révéla enfin, non seulement la mort d'une femme,
mais l'anéantissement de possibilités, la destruction d'un avenir différent et le triomphe de la peur sur l'espoir dans le monde traître de l'Angleterre des Tudors.